Bonjour et bienvenue à tous pour cette webconférence consacrée au numérique inclusif, programme bâti par Whittaker, SFR et l'Association des départements de France. Notre thème du jour est au cœur de l'actualité. Le numérique peut-il être un outil au service du pouvoir d'achat ? Nos questions, le numérique offre-t-il des bons plans ? Ces bons plans sont-ils connus de tous ? Et finalement, la présentation ou la diffusion de ces bons plans peut-il rentrer dans le champ social de l'accompagnement budgétaire ? Alors, nous avons la chance d'être sur ce magnifique plateau de BFM. Nous avons des invités engagés et très experts. Claude Riboulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du département de l'Allier et de la commission numérique de l'Association des départements de France. C'est ça. Maud Sarda, bonjour. Bonjour Jean. Maud, tu es cofondatrice et dirigeante, pardon, le nom m'échappe, de Label Emmaüs. De Label Emmaüs, voilà, cette magnifique plateforme. Paul Grunelius, bonjour. Expert de Whittaker, directeur de mission et en charge des sujets d'inclusion financière. Tout à fait. Voilà, nous aurons aussi la chance de recevoir Philippe Acedo, qui est délégué général de la fondation CTLM, Madame Sekari, qui est directrice adjointe d'innovation sociale du Crédit Municipal, et Madame Aliénor Spielmann, fondatrice de La Roue et médiatrice numérique dans la Drôme. Voilà, et last but not least, Marie Lermelin, secrétaire générale adjoint de Altis France. Merci Marie de nous accueillir aujourd'hui. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir et d'accueillir tous les intervenants aujourd'hui sur le campus d'Altis. Alors Altis, c'est une entreprise qui regroupe à la fois SFR et BFM et RMC. C'est pour ça qu'on a la chance aujourd'hui d'être sur un superbe plateau qui est le plateau de BFM. Voilà, en direct avec vous. Ces webconférences, en fait, on les a initiées il y a quelques années avec Whittaker, dont on est partenaire depuis sa création, et on a décidé cette année de leur donner une nouvelle impulsion. Et on espère vous retrouver une fois chaque trimestre sur des thématiques qui ont trait à l'inclusion numérique, parce que l'inclusion numérique, c'est le cœur, l'objectif de la fondation SFR depuis sa création il y a plus de 15 ans. Et on est aussi très présent et très, très en lien avec les associations d'élus partout sur le territoire, puisque SFR, c'est un opérateur d'infrastructure. Donc, on déploie des réseaux sur les territoires. Je regarde le président de l'Allier ici. Donc, on va déployer la fibre, on va déployer le mobile. Et donc, on a beaucoup de liens avec les élus. Et on a essayé, avec ces webconférences, en fait, de réunir le meilleur de tous les mondes, donc les associations dont nous sommes partenaires, les élus, pour vraiment partager les bons plans autour aujourd'hui donc du numérique, les bons plans du numérique. Très bien. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on essaye d'en éclairer les différentes dimensions. Paul, alors le numérique offre-t-il vraiment des opportunités économiques pour tous ? Alors, je vais répondre à ta question, mais avant ça, un petit point de contexte. Je voulais rappeler quelques chiffres concernant la situation inflationniste dans laquelle on est. Donc, on a eu plus 5,2% d'inflation en moyenne annuelle en 2022, une inflation qui est tirée par les prix de l'énergie et de l'alimentation. Et on voit en 2023, et les chiffres devraient s'afficher à l'écran, que la situation est la même, avec des mois de janvier et de février qui ont poursuivi cette tendance inflationniste. Alors, face à cette inflation, Jean, il y a évidemment un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place, notamment par le gouvernement. On pense sur le volet énergétique au bouclier tarifaire, au chèque énergie et l'indemnité carburant. Sur l'alimentation, il y a eu plusieurs annonces ces dernières semaines. On peut en citer deux, notamment le lancement du trimestre anti-inflation. Donc ça, c'est issu des négociations entre le gouvernement et les distributeurs. Et ça permet de plafonner le prix d'un certain nombre de denrées essentielles. Et il y a également une expérimentation qui a été annoncée autour du chèque alimentaire. Alors, de manière complémentaire, et ça c'est notre regard à la fois d'acteurs du monde social et du numérique, il y a de nombreux services numériques qui permettent de faire des gains de pouvoir d'achat et qui pourraient être mobilisés en cette période d'inflation. Nous, pour simplifier, on en distingue trois grandes familles, trois grandes catégories. D'une part, le e-commerce. Pourquoi est-ce que le e-commerce, d'une manière générale, permet de faire des économies ? Déjà parce que ça permet d'avoir accès à un catalogue plus large de produits. Donc on a la possibilité de comparer, d'avoir accès à plus de promotions, etc.
Par ailleurs, il y a aussi cette idée que le fait d'avoir un usage expert du e-commerce permet de faire des économies substantielles. Si je prends l'exemple d'un achat de billets de train, si j'utilise une application mais que je ne sais pas très bien l'utiliser, une application de réservation, je ne vais pas forcément faire d'énormes économies parce que je vais peut-être prendre le premier billet que je vois, etc. En revanche, si je sais que je peux mettre une option, une alerte, avoir accès à des options low cost qui sont disponibles qu'en ligne, là je peux faire des économies substantielles. Donc premier sujet, le e-commerce. Deuxième sujet, les plateformes collaboratives. Et on en a ici un exemple tout à fait intéressant avec Label Emmaüs. Là, on parle des plateformes de seconde main, de covoiturage, de location d'appartements. Ce qui est singulier avec les plateformes d'économie collaborative, c'est que ça permet de faire des économies à la fois à l'achat et à la vente ou à la location de services. Autre élément important, c'est que certains de ces services permettent d'allier gains économiques et gains écologiques, et donc de consommer moins cher et plus durable. Troisième grande famille qu'on raccroche à ce sujet, ce sont un certain nombre d'aides publiques qui sont disponibles uniquement en ligne et qui permettraient de faire des économies, mais qui sont conditionnées à la capacité d'utilisation du numérique. On pense à deux aides assez emblématiques à ce niveau-là, qui sont la prime rénov' et la prime à la conversion. Et en citant ces deux exemples, on retrouve la combinaison entre économie et durabilité. Alors, pour conclure sur ces éléments qu'on voit apparaître à l'écran, je voudrais parler un peu de quantification, parce que j'ai donné plein d'exemples, mais on peut se poser effectivement la question, finalement, à combien s'élèvent ces gains de pouvoir d'achat. Alors, il y a pas mal d'études qui ont commencé à quantifier. Elles n'ont pas forcément été actualisées, donc ce serait intéressant d'avoir des chiffres, notamment post-Covid, parce que les comportements d'achat en ligne ont considérablement évolué depuis le Covid. Alors, concernant le e-commerce, si on prend une hypothèse très restrictive, on est autour de 140 €. Ça peut aller jusqu'à 1 000 € selon certaines études. Et sur l'économie collaborative, on a dès 2017 une étude de l'Institut CSA qui estimait autour de 500 € les économies rendues possibles par les plateformes collaboratives. Et on a un chiffre annoncé récemment par Le Bon Coin qui est assez intéressant. Uniquement sur Le Bon Coin, les utilisateurs font autour de 300 € d'économies. C'était un chiffre qui date de 2021. Ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'on parle de potentiellement plusieurs milliers d'euros d'économies par personne, et c'est pour ça que c'est un enjeu social important. Alors, pourquoi est-ce que ce sujet nous intéresse chez Whittaker? C'est que c'est une illustration exemplaire des conséquences de la fracture numérique. On voit dans le dernier baromètre du numérique de l'ARCEP, qui doit aussi s'afficher à votre écran, qu'il y a 12 points, ce qui est considérable dans le recours aux achats en ligne entre les personnes qui ont des hauts revenus et les personnes qui ont des bas revenus. Autrement dit, il y a une partie importante des publics fragiles qui se voient privés de l'accès à ces potentielles économies à cause de ces difficultés avec le numérique. Il y a donc un paradoxe et même une injustice sociale qui est considérable. Les personnes qui auraient le plus besoin de ces gains de pouvoir d'achat permis par le numérique sont celles qui ont le moins recours. Alors pour conclure, notre point de vue chez Whittaker, c'est qu'il y a urgence à aider ces personnes en difficulté économique et numérique à se saisir de ces bons plans numériques. On voit à travers la donnée que vous voyez à l'écran qu'il y a des associations, des collectivités, des organismes de formation qui commencent à se saisir du sujet, mais c'est pas assez. Il va falloir lever les freins que ces structures sociales rencontrent vis-à-vis de ce nouveau sujet, et il va falloir ainsi aller plus massivement au contact des publics pour leur donner les moyens de se saisir de ces gains de pouvoir d'achat. Merci Paul pour nous avoir dressé un tableau assez précis du sujet. Claude Riboulet, dans l'Allier, est-ce que vous constatez une pression, on va dire, sur les citoyens un peu fragiles dans vos territoires, et est-ce que vous percevez comme nous l'intérêt de ces bons plans numériques et de la diffusion auprès de tous? Alors, je ne vais pas parler que pour l'Allier. Pour le coup, c'est l'ensemble des départements de France. Bon, il faut d'abord qu'on soit honnête. Aujourd'hui, l'approche que vous venez de présenter, c'est pas quelque chose qu'on s'est approprié du côté des départements. On en est encore, pour l'instant, à l'étape de l'accompagnement sur les démarches administratives en ligne, pour ceux qui sont effectivement dans l'électronisme ou dans l'exclusion numérique et qui ont déjà du mal simplement à pouvoir être agiles sur le site de la CAF, sur le site de Pôle emploi, sur les sites pour déclarer leurs impôts. Donc cet aspect-là que vous pointez, je pense qu'il faut que nous, les collectivités départementales, qui sommes l'institution des solidarités, on se l'approprie et on a par ailleurs quelques outils pour ça. Je note au passage que, vous l'avez très bien rappelé sur le contexte d'inflation dans lequel on est, que pour le coup, le coût du numérique
lui, n'a pas été inflationniste. Et ça, je crois que c'est à saluer globalement. On sait qu'il y a des opérateurs qui ont une sensibilité sur des abonnements à caractère social, mais on ne peut pas dire que le coût de l'Internet ou du mobile est explosé depuis un an. Et je crois qu'il faut aussi saluer ce caractère un peu raisonnable, parce qu'il y aurait pu y avoir des impacts énergétiques beaucoup plus forts sur la facture de l'abonné, parce qu'en amont, le numérique sans électricité, c'est un peu compliqué, on est assez d'accord. Donc ça, je veux le saluer aussi. Donc aujourd'hui, la question pour les collectivités, c'est comment on va peut-être remettre un peu en interrogation notre façon d'aborder de manière plus globale la problématique de l'exclusion numérique ou de l'électronisme. J'allais dire peu importe comment on l'appelle. Non, pas peu importe comment on l'appelle, parce que ça révèle en fait des situations humaines différentes. Mais d'être en dehors, de ne pas rester concentré sur le seul champ de la démarche administrative classique. J'ajoute qu'on a, au moins en ce qui concerne les départements, mais je pourrais dire la même chose des CCAS dans les communes, on a des conseillers en économie sociale et familiale. Et qu'un des enjeux, à mon avis, aujourd'hui, c'est comment ce métier, on le fait évoluer et on élargit le champ de compétences de ces conseillers en économie sociale et familiale, qui sont par exemple très bien pour l'aide à la gestion du budget quotidien des familles qui ont des difficultés. Je ne suis pas certain aujourd'hui qu'ils aient tout le temps le maximum de compétences pour dire, de la même façon qu'on a un accompagnement personnalisé pour aider à mieux gérer un budget familial, de même, on va apporter un accompagnement sur l'outil numérique, y compris pour gérer ce budget ou pour faire des économies quand on achète en ligne. Mais on a cette richesse, donc il faudra qu'on la mobilise. Merci, Président. Maud, Label Emmaüs est-il un bon plan? Vous pouvez nous expliquer d'abord le concept de cette plateforme et nous donner quelques clés sur les opportunités qu'elle présente pour l'économie sociale et solidaire et pour les publics qui ont des budgets plus étroits. Oui, alors Label Emmaüs, c'est un bon plan économique, mais c'est aussi un bon plan social, écologique, sociétal même. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est une coopérative. Donc, on est une structure qui adhère au mouvement Emmaüs, comme Emmaüs Connect. Et donc, en tant que coopérative, déjà, tous les bénéfices sont réinvestis dans l'outil de travail. Donc, c'est 100% des bénéfices qui sont réinvestis dans l'outil de travail sur les territoires où on va développer les activités. Ensuite, c'est des engagements très forts aussi d'écart de salaire, par exemple. C'est carrément dans nos statuts. On a un écart de 1 à 5. Donc, vraiment, la richesse ne part ni à de lointains actionnaires, ni à des salaires très, très élevés. C'est tout de même important de le dire parce que quand les personnes vont acheter sur cette plateforme, elles savent que les bénéfices sont réinvestis dans un projet social, en fait, à 100%. Pourquoi un projet social ? Parce que les 2 millions de produits qui sont aujourd'hui référencés sur ce site, donc ce ne sont que des produits issus des dons, des particuliers ou des entreprises, uniquement des produits de seconde main. Ils ont tous été référencés par des personnes en insertion, des compagnons, des compagnes qu'on connaît bien quand on va dans les bric-à-brac Emmaüs. Ce sont eux, en fait, qui ont fait le tri, qui ont pris les photos, qui ont référencé tous ces produits, qui ont recherché les cotations sur Internet, qui conditionnent les colis. Enfin, c'est un travail colossal qu'ils ont réussi à développer face aux géants du e-commerce, aux énormes plateformes collaboratives dont on parlait tout à l'heure. C'est pas si simple quand on est face à un Vinted qui compte aujourd'hui 22 millions d'abonnés en France, rien qu'en France. Quand on est face aussi à un Amazon qui a des pratiques qui sont celles qui vont régir le marché. Le client, aujourd'hui, il est habitué à recevoir son colis en quelques heures. Donc ça, c'est un niveau de service qui est très, très élevé, auquel on se confronte et on relève ce challenge avec des personnes en parcours d'insertion, avec des produits de seconde main, et tout ça uniquement sur le territoire français. Et est-ce que vous avez quelques abacs ou une idée finalement de l'économie que peut représenter les achats sur la plateforme Label Emmaüs ? Non, alors on n'a pas vraiment effectivement comptabilisé comme Le Bon Coin visiblement l'a fait sur les économies que vont faire les personnes. Moi, je pense que sur une plateforme comme Label Emmaüs, non seulement on fait des économies parce que évidemment c'est de la seconde main, c'est le prix Emmaüs, donc tout de même Emmaüs s'engage à ne pas vendre au prix du marché. On a des centaines de milliers de livres par exemple qui sont à 2 €. Qui sont en parfait état. Donc il y a un accès à la culture qui est vraiment à très bas coût. On a de l'high-tech reconditionné
conditionné, qui est garanti 1 an, 2 ans, donc comme sur des plateformes extrêmement professionnelles. Si on n'est pas satisfait, évidemment, on est remboursé, on peut renvoyer son colis, etc. Donc on se met à un niveau aussi professionnel qui est celui du marché. On a des meubles, on a de la déco, on a de la mode, des accessoires, etc. Le panier moyen sur notre site, il est autour de 34 €. Donc déjà, voilà, quand un panier moyen est à ce prix-là, c'est que les produits ne sont pas très élevés, évidemment. Mais j'ajouterais aussi qu'on ne pousse pas à la consommation. Parce qu'il y a beaucoup de plateformes collaboratives, sous prétexte de vendre de la seconde main, qui font finalement de la surconsommation de seconde main. Ce n'est pas une solution non plus, ni pour le budget, ni pour l'écologie. Quand les marques qui se vendent le plus sur Vinted sont des marques d'ultra fast fashion, ça pose une sérieuse question. Merci Maud pour ce beau projet qu'on comprend mieux. Marie, quand on est opérateur telco, donc on est sur un bien et service essentiel, finalement, qu'est-ce qu'on peut offrir en ligne de singulier ? Alors, vous l'avez dit, merci de l'avoir souligné, Monsieur le Président. Donc, effectivement, les opérateurs télécoms en France, il faut savoir, il y a une particularité, c'est qu'on a des, on ne le sait pas forcément, on s'en rend pas compte, mais on a des tarifs les moins élevés d'Europe. Donc aujourd'hui, vous pouvez trouver chez n'importe quel opérateur un tarif mobile pour 15 €, c'est vraiment les tarifs d'entrée, hein, et un tarif fixe chez vous pour 30 €. Il faut savoir que si, par exemple, vous allez au Royaume-Uni, ça vous coûtera 45 €, et si vous êtes aux États-Unis, ça vous coûtera 100 €. Et effectivement, depuis 10 ans, ces tarifs en fait n'ont pas évolué. Ils sont restés les mêmes, donc très bas, alors qu'évidemment notre consommation a vraiment explosé en termes de gigas utilisés chaque mois. Ça a quasiment plus que doublé en 10 ans. Donc ça, c'est le premier élément de contexte. Pour autant, ça a beau être 15 €, ça reste 15 €. Donc chacun des opérateurs a une offre à laquelle on peut souscrire en ligne. Et ces offres sont moins chères que celles auxquelles vous pouvez souscrire en boutique, tout simplement parce que si vous allez en boutique, évidemment, il y a un réseau de boutiques à entretenir, c'est une entreprise, donc il y a des coûts de location, il y a des salariés qui travaillent en entreprise, donc si vous souscrivez à une offre en ligne, vous trouverez des offres moins chères que celles que vous pourrez avoir en boutique. Par ailleurs, SFR a développé des offres sociales. Je vais vous parler de 2 offres, donc celle auprès des bailleurs sociaux. Donc on a des contrats avec les HLM qui fait que si vous habitez dans un HLM, vous aurez inclus dans vos charges locatives un forfait triple play. Alors notre jargon triple play, ça veut dire que vous avez accès à Internet, au téléphone et à la télévision, et ça pour 4 €. 4 € inclus dans les charges locatives. Et puis, pour les personnes en très grande précarité, notamment sans domicile, là, c'est Emmaüs Connect, donc association qu'on suit depuis sa création, depuis 10 ans. Et Jean est trop modeste pour le dire, mais il en est à l'initiative il y a longtemps. Il y a longtemps. Et donc, Emmaüs Connect a développé une offre dédiée à ces personnes en grande précarité. Et pour 2 € par mois, elles peuvent avoir accès donc à SMS et appels illimités. Et pour 4 € par mois, à Internet. C'est pas gratuit. Moi, quand j'ai découvert ce projet, je me suis dit, mais pourquoi on donne pas ? Et en fait, c'est un principe d'Emmaüs, mais ça peut-être que tu peux en dire un mot, Jean. Donc, chez Emmaüs, on ne donne pas, mais on permet aux gens d'acheter à tarif solidaire. Et donc, c'est permis effectivement par des dons de gigas qu'offre SFR chaque année. Ce qui est aussi intéressant dans la démarche, c'est qu'au-delà des offres en ligne, on réintervient pour adresser les publics fragiles au travers d'une association qui, elle, a des activités sur le terrain, en lien direct avec les publics. Et on voit bien qu'au-delà du numérique, il y a des sujets d'hybridation, c'est le mot à la mode, entre un parcours numérique et un parcours humain qui peut aider les plus fragiles. Philippe Acedo, merci de nous rejoindre sur le plateau. Vous êtes délégué général de la Fondation 7LM et vous êtes un peu pionnier, un peu beaucoup même, hein, pionnier du sujet des bons plans et surtout de travailler sur la diffusion à tous de ces bons plans, car comme Paul Gonius l'expliquait, on voit bien qu'aujourd'hui, les meilleures affaires, en fait, elles sont connues de CSP+,
ou d'étudiants bien diplômés. Alors, comment est née cette idée ? Alors, cette idée, elle est née d'une conviction qui vient de loin, de très loin même, puisque elle est née à travers à la fois nos activités, de la manière dont on exerce notre métier. Et depuis 70 ans, CTLM accompagne au cœur du budget des Français, les Français vers les financements de leurs projets dans différents marchés comme l'électroménager, la mobilité, l'ameublement, l'informatique également. À partir de 2018, on a décidé de passer finalement d'une ambition qui était d'accélérer souvent les transitions économiques pour les ménages français. On a décidé de redéfinir notre raison d'être et d'accompagner ou d'accélérer la transition écologique en proposant notamment un accès pour nos clients à une consommation plus responsable et plus durable. Donc ça a été le point de départ. On s'est, je dirais, fixé sur trois marchés: la mobilité durable, la rénovation de l'habitat, la rénovation énergétique de l'habitat, et puis le marché de la seconde main, l'économie circulaire. On a commencé tout d'abord par nous appuyer sur les dispositifs publics, en matière notamment de primes. Ça a été évoqué par Paul tout à l'heure, prime à la conversion, bonus écologique, MaPrimeRénov', puisque ce sont les marchés sur lesquels nous sommes très présents également dans le financement des projets. Et donc on a adapté nos offres par rapport à ces dispositifs et ces primes de l'État, qui permettaient notamment à nos clients d'avoir des restes à financer, finalement diminués de façon très importante, et d'ouvrir l'accès aussi au financement à des ménages avec des budgets contraints. On a ensuite complété ces dispositifs, puisqu'on commercialise nos offres commerciales également avec des partenaires commerciaux de la grande distribution, du monde de l'automobile, mais aussi des web marchands également. Et donc on a pu observer aussi une évolution à la fois des modes de consommation, ça a été dit, et de la façon aussi de consommer. Et donc là, on a vu aussi des gains de pouvoir d'achat qui vont être proposés à travers différents sites sur, là aussi, l'achat de produits informatiques, mais aussi l'alimentation et d'autres domaines également. Et donc, on a aussi poussé ces partenariats pour pouvoir être présents dans ces nouveaux marchés. C'est quelque chose qui a permis de développer, notamment on l'a vu pendant la crise sanitaire aussi, de nouveaux axes et de faciliter l'accès à ces financements. Ça a été dit par Paul, MaPrimeRénov', etc. Ce qu'on a pu voir également, au-delà des gains de pouvoir d'achat, c'est important, c'est qu'avec le numérique, nos clients consomment mieux. C'est-à-dire ils peuvent préparer leur acte d'achat. Et ça, c'est formidable. Il n'y a pas d'achat compulsif dans le magasin. Et d'ailleurs, ils sont devenus des consommateurs avertis, ce qui aussi relève aussi le niveau aujourd'hui des vendeurs. C'est qu'ils peuvent comparer depuis leur domicile. Ils peuvent suivre les avis. Ils peuvent regarder davantage un peu les caractéristiques des produits. Souvent, on voit dans les parcours clients qu'il y a une boucle. C'est-à-dire qu'ils commencent chez eux sur Internet. Ils vont dans le magasin quand même pour vérifier, pour avoir confirmation et pour voir le produit. Puis ils reviennent après faire leur achat depuis leur domicile. Donc il y a les gains de pouvoir d'achat, mais il y a aussi tous les effets directs et indirects qui permettent aussi d'avoir des effets probants. Si on parle de MaPrimeRénov', par exemple, le fait de mieux isoler son logement, c'est aussi un impact direct sur la facture énergétique. Et en ce moment, c'est quelque chose qui est important. La prime à la conversion également permet d'éviter les restrictions de mobilité à venir dans le cadre des zones à faible émission, mais aussi d'avoir des véhicules plus récents, moins émettrices bien sûr de CO2, mais aussi en termes d'entretien et de réparation, un véhicule qui sera moins lourd pour le budget des ménages contraints. Voilà, donc c'est tout ça qu'on est en train qu'on a développé. Malheureusement, et juste pour finir sur une note peut-être un peu négative, et tu l'as dit Jean, on s'aperçoit que un certain nombre de clients et un certain nombre de consommateurs n'ont pas accès à ces bons plans parce que moins bien informés, parce que moins bien connectés, parce que ne maîtrisant pas les usages du numérique. Et finalement, l'INSEE le disait également, on se retrouve avec des publics fragiles qui, à la fois, ne peuvent pas profiter de ces bons plans du numérique alors qu'ils en auraient le plus besoin et qu'il faut accompagner. Merci Philippe. Président, un commentaire sur ces offres et les contextes dans lesquels elles se déploient. Alors, je vais faire un peu de provocation. Moi, je pense qu'attention, tout n'est pas bon plan.
moi j'entends ce que vous dites en disant on évite l'achat compulsif, il y a peut-être une meilleure gestion budgétaire. En même temps, on voit tout ce que le numérique fait, le compte à rebours de la promo, dépêchez-vous de commander, d'acheter, la relance systématique parce que j'ai mis dans mon panier, j'ai peut-être pas commandé tout de suite parce que je me suis dit bon, est-ce que j'ai vraiment les moyens, etc. Sauf que dans la demi-journée, n'oubliez pas votre panier, il est encore temps de. Et puis si on laisse un peu plus, on a même la promo qui va arriver pour nous inciter. Donc je dis attention, j'ai tendance à penser que les réflexes de consommation un peu exagérée ou de surconsommation qu'on aura dans le magasin, on n'en est pas 100% protégé quand on est derrière son écran. Première remarque. Deuxième remarque, vous parlez de ma prime rénov'. Alors ça va vous paraître surprenant, mais j'ai mis beaucoup de réserves. Le département de l'Allier est un département qui gère les aides à la pierre depuis 2006, qui s'est complètement structuré et organisé, y compris pour animer les améliorations de l'habitat sur le terrain. Et aujourd'hui, une des limites, je ne dis pas qu'il faut jeter ma prime rénov' aux orties, une des limites, c'est quoi ? C'est que ça fait des années qu'on dit, attention, il ne suffit pas de changer 3 fenêtres pour dire qu'on a isolé la maison. Et nous, on incite, quand il s'agit notamment de propriétaires, à penser les travaux en bloc avec des moyens de subvention, voire de financement très optimisés, parce qu'il vaut mieux d'un seul coup, d'un seul gagner au moins 30%, plutôt que de changer 2 fenêtres une année, 3 la semaine suivante. Et pour le coup, ma prime rénov' peut parfois dégrader la qualité des travaux qu'il faut mener pour véritablement ensuite faire des économies d'énergie à chaque saison hivernale. Bon. Ça m'amène, si je peux prendre 2 minutes 30 de plus, à 2 réflexions. On va rappeler quand même que de toute façon, tout ça, ça vaut pour des gens qui ont déjà franchi le cap de l'Internet, qui sont déjà rentrés sur un espace Internet, donc qui ont au moins une adresse mail personnalisée, parce qu'il va bien falloir à un moment donné s'enregistrer sur quelques comptes que ce soit, y compris sans doute à la belle Emmaüs ou autre, ce qui me permet au passage de dire attention à ce que l'adresse mail sur laquelle on va faire du business, si on peut, soit pas exactement la même que celle sur laquelle on inscrit aux impôts, à Amélie, à la CAF, etc. Moi, j'incite tout le monde à dire, ayons au moins 2 voire 3 adresses mail différentes, celle du commerce et celle de ce qui est administratif, pour éviter... pour le piratage. Exactement. Et en général, je dis... Avec la problématique de la gestion des mais mots de passe, c'est clair. Mais il faut aller jusqu'au bout de la sécurisation. Donc, les 2 remarques où je veux revenir, c'est quoi ? 1. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui pourrait être intéressant à construire ensemble, puisque ça fait partie aussi de nos échanges en disant qu'est-ce qui peut se faire en mode public-privé, c'est ce que je vais appeler, moi, le concept du tiers de confiance sociale et solidaire. Tout ce qu'on trouve sur Internet n'est pas forcément qualitatif et rassurant. Il y a de la contrefaçon. Il y a des produits de mauvaise qualité. Il y a des produits qui sont fabriqués à l'autre bout du monde dans des conditions sociales épouvantables, qui finiront en plus beaucoup plus vite que les autres à la poubelle, donc en termes de responsabilité que vous évoquiez tout à l'heure. Et moi, je pense qu'on aurait intérêt, c'est un premier élément, à dire, essayons de labelliser une logique de tiers de confiance. Ce qui n'est pas cher, parfois, l'est souvent beaucoup trop. Et donc, c'est pas parce qu'on va a priori penser qu'on a un bon plan sur Internet ou que c'est moins cher, qu'au final, on n'a pas mal dépensé, voire gaspillé, y compris le peu d'argent qu'on avait parfois. Donc, première idée qu'il faut peut-être qu'on construise ensemble, c'est quoi le tiers de confiance ? La manière peut-être même d'estampiller certains sites pour dire là c'est bon, il y a un esprit de responsabilité comme celui que vous défendiez. Je pourrais prendre un autre site qu'on connaît d'une marque française de distribution qui était chère à l'éducation nationale, la Camif, qui défend aussi ce genre même parfois d'action, qui refuse le Black Friday en disant nous il n'y a pas de Black Friday. Donc je veux dire, c'est ce que j'appelle la question de tiers de confiance. Et deuxième chose, pour prendre une comparaison, les collectivités on sait faire des groupements, par exemple pour les mutuelles santé, qui ne nous coûtent rien, hein. Ça nous coûte une publication pour dire voilà ce qu'on pense être un bon niveau de couverture du mutuel pour les habitants de notre commune, de notre département. Vous, les opérateurs de mutuelle santé, répondez. Et ensuite, on renvoie plutôt les gens qui ont des difficultés à avoir une mutuelle santé vers vous, parce qu'on aura optimisé qualitativement le niveau de couverture et économiquement le prix. Est-ce qu'on est capable demain de faire la même chose sur tous les achats en ligne ? D'avoir une espèce de groupement porté peut-être par les collectivités pour dire, voilà, sur tel et tel type de produit, nous, on a préconsulté et on vous dit que tel et tel site a répondu au cahier des charges de notre groupement, entre guillemets, de précommande, mais c'est vous qui êtes les acheteurs, c'est pas la collectivité, comme on le fait sur les mutuelles santé. Puis je prends un deuxième exemple. Les idées coûtent rien, donc je peux me permettre de les lancer ici. Et excusez-moi de faire une comparaison. Quand on a des gens en très grande difficulté dans les maisons des solidarités département, parfois ça se traduit par un chèque d'accompagnement personnalisé. La mesure d'urgence immédiate pour permettre à cette personne d'acheter à manger ou d'avoir le minimum pour vivre.
Quand on est, et on le disait tout à l'heure, un peu dégourdi, avant d'acheter sur un site internet, la première chose que je fais, c'est que je vais taper code promo pour tel type de site. Et ensuite, je vais voir s'il n'y a pas en ce moment un code promo qui existe, qui n'est pas directement affiché sur le site, pour voir si je ne vais pas gagner la livraison gratuite, 5 points, etc. Est-ce qu'on pourrait penser des codes promo sociaux et solidaires? Je veux dire que quand on a des personnes qui vont faire du e-commerce, du côté des pouvoirs publics, enfin les départements, les CCS, peut-être autres, on a la capacité, entre guillemets, aussi à distribuer un code de réduction qui soit complètement partagé par la marketplace et qui soit reconnu. Je prends un dernier exemple et je me tais. Dans le temps, rappelez-vous, ça existe encore, ceux qui programmaient, vous parlez de culture, j'y étais très sensible, des concerts ou autres, il y avait le principe d'offrir des billets pour aller voir tel concert, tel film au cinéma, telle exposition. Et ensuite, les travailleurs sociaux redistribuaient ces billets soit à un tarif préférentiel, soit pour pas qu'il y ait de rupture. Ben, je pense qu'on pourrait aussi inventer aujourd'hui ces 3 choses simples. La qualification de la confiance qu'on doit accorder à certains sites plutôt qu'à d'autres, pour ne pas dégrader la qualité. La capacité à pouvoir, comme il y a des groupements d'achat, faire aussi tirer les prix sur des effets de masse, et la capacité peut-être à générer, pour de l'accompagnement plus personnalisé, la distribution de bons de réduction en ligne pour pouvoir encore améliorer le pouvoir d'achat. Merci pour ces commentaires. Philippe, Oui. petite réponse. Une petite réponse rapide, mais il y a eu beaucoup de choses, c'était très riche, ce que vous avez dit, Monsieur le Président. Mais vraiment, je voulais revenir sur... il ne s'agit pas pour nous, encore une fois, de mettre encore plus en difficulté des publics fragiles et que des inégalités s'accentuent. Au contraire, on cherche des opportunités. On s'appuie sur des dispositifs publics. Et MaPrimeRénov' est un très bon exemple. Quand vous parlez de tiers de confiance, c'est tout à fait le cas, puisque on développe, nous, par exemple, un partenariat avec EFI, par exemple. Et on a des tiers de confiance qui sont labellisés et qui permettent, là aussi, de donner toutes les informations sur les travaux à effectuer, et pas simplement un bout de travaux, mais un ensemble, en tout cas, un bouquet de travaux qui permettront d'avoir un impact sur une facture énergétique, d'avoir des installateurs qui soient aussi vertueux et qui ne mettent pas encore plus en difficulté. Mais tout ce cadre-là, il existe aujourd'hui. Il existe aujourd'hui. Il a été fortement réglementé et c'est tant mieux, ça nous permet de travailler dans un marché plutôt sain. Nous intervenons sur les restes à financer, puisque toute l'opération et la prime rénov', etc., est même avancée pour les demandeurs. Donc ce sont des dispositifs qui, pour moi, ont vraiment un impact fort pour réduire les passoires énergétiques. On a 5 millions de Français aujourd'hui qui sont dans des conditions, encore une fois, de logement et de mal logement. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est que ce sont des dispositifs qui sont mis à disposition par l'État, et nous allons les relayer parce qu'ils sont méconnus, fortement méconnus, pour 2 raisons. Vous l'avez dit, parce que l'usage ou la connexion et l'utilisation d'Internet n'est pas forcément répandue dans tous les ménages. Et donc, notre conviction, c'est de travailler avec tous nos partenaires, publics, associatifs, travailleurs sociaux, pour que ces bons plans du numérique puissent être mis à disposition, mais avec un accompagnement. Je pense que c'est indispensable. J'entends, et en 15 secondes, l'échange n'est pas incompatible dans nos points de vue. La seule vigilance que je pose sur MaPrimeRénov', c'est que moi, je dépends qu'il faut d'abord avoir fait le diagnostic thermique du bâtiment, qui ensuite permet de dire par quel bout il faut commencer. Tout à fait. Parce que, et éviter de commencer des travaux qui ne sont pas la meilleure réponse à la première étape. Et c'est pour moi le risque de MaPrimeRénov', c'est qu'on va d'abord chercher le financement, à quoi on a droit et l'aide, avant de savoir s'il faut d'abord commencer par ci ou par ça. Mais après, je pense qu'on peut faire converger dans l'intérêt de tout le monde l'approche diagnostic énergétique et l'approche facilité à faire les travaux. Merci. Donc, on a bien vu que ces bons plans existent, mais il y a aussi des points de vigilance. Il y a la compétence numérique. Et pour aller plus loin dans la compréhension de comment est-ce qu'on peut finalement diffuser au plus grand nombre ces bons plans numériques, je vous propose qu'on aille interroger les professionnels du social. Et nous avons en ligne donc, Nadia Chekouri, qui est directrice adjointe de l'innovation sociale du Crédit municipal. Madame Chekouri, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les objectifs que vous poursuivez dans votre action et nous parler aussi des publics que vous recevez? Très bien. Merci pour votre invitation. Alors, effectivement, l'accompagnement budgétaire qui est dispensé maintenant depuis 15 ans au sein du Crédit municipal de Paris, le principe, c'est de pouvoir accompagner toute personne qui se questionne sur les sujets autour de l'argent, du budget, mais aussi qui peut rencontrer des difficultés financières, ponctuellement ou durablement.
Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer un temps d'écoute d'abord, c'est ça qui est essentiel, de dialogue, d'échange, pour faire un état des lieux de la situation budgétaire de la personne. Donc ça veut dire poser des éléments chiffrés, identifier les ressources, aller rechercher éventuellement les aides qui n'ont pas été sollicitées, les aides de droit commun ou les aides complémentaires en cas de difficulté, et puis revisiter toutes les charges pour que la personne puisse avoir une vision très claire de son reste à vivre et de pouvoir anticiper et organiser justement ses projets et sortir des difficultés quand elles sont là. Voilà le principe de l'accompagnement budgétaire. Et sur le type de public que nous recevons, eh bien, j'ai envie de vous dire, on reçoit tout type de public. Des personnes qui sont évidemment aux minima sociaux ou en difficulté parce qu'elles ont perdu leur emploi, mais on a quand même la moitié de nos publics qui sont en emploi et qui rencontrent aussi des difficultés et qui se questionnent à juste titre sur la façon d'optimiser durablement leur situation budgétaire. Merci. Alors, quelle place pourrait avoir ou a déjà la diffusion ou l'information des bons plans numériques dans vos accompagnements auprès de vos publics cibles? Alors, avant de parler de bons plans, effectivement, on va aborder évidemment la dimension numérique parce qu'il s'agit aussi de pouvoir accompagner la personne pour l'aider à avoir de la visibilité, de l'informer sur tous les outils nécessaires à une bonne gestion budgétaire. Et j'entends par là avoir la connaissance des dispositifs, des solutions bancaires qui existent. Est-ce que je fais le choix, par exemple, d'une banque en ligne plutôt qu'une banque de détail? Est-ce que j'ai bien compris tous les fondamentaux nécessaires pour maîtriser les sujets d'assurance, d'épargne et de crédit? Et donc donner de la visibilité sur les sites officiels non marchands, évidemment, de tout ce qui a été mis en place par exemple, la Fédération des banques françaises avec les clés de la banque, avec mes questions d'argent de la Banque de France et tout ce que font nos partenaires de l'écosystème aussi en lien avec le budget, notamment l'application pilote budget, pilote dépenses. Donc ça, évidemment, il y a une diffusion d'informations, d'éléments numériques pour donner de la hauteur. On va aussi sensibiliser sur la possibilité de changer ses comportements. Ça aussi, c'est essentiel. Donc, il y a des ateliers qui sont proposés en collectif, bien que des conseils soient aussi apportés en individuel. Des ateliers sur le numérique, donc se connecter à son compte en banque, tout simplement. Ça peut paraître assez basique, mais pour certains, ça reste encore compliqué. Soit parce que la personne n'est pas forcément équipée chez elle, parce que le français peut rester aussi peut-être une difficulté parce que c'est une langue étrangère encore, ou alors on peut avoir la dimension émotionnelle qui est là en cas de difficulté. Et donc, il est nécessaire d'accompagner la personne pour pouvoir s'approprier la gestion de son compte en banque qui passe par le numérique de plus en plus, notamment aller chercher un relevé de compte qui est parfois nécessaire pour constituer une demande de microcrédit social personnel ou pour déposer un dossier de surendettement le cas échéant, ne serait-ce que pour faire un diagnostic de la situation budgétaire. Analyser les 3 derniers relevés de compte, c'est essentiel avec la lecture des relevés de compte. Donc, il y a ce point qui est essentiel. Et puis, donc, amener la personne aussi à se questionner sur sa façon de dépenser, ça, c'est essentiel. Est-ce que je peux dépenser différemment? Est-ce que je suis obligée d'acheter? Est-ce que je n'ai pas plutôt intérêt à louer? Est-ce que je peux acheter dans le seconde main ou est-ce que je peux tout simplement partager? Enfin, je pensais par exemple au covoiturage. Et voilà, on essaie d'ouvrir un petit peu, si vous voulez, les esprits sur d'autres façons de faire pour amener un changement de comportement. Ça, c'est essentiel. Voilà. Et la diffusion du coup de ces services auprès de vos équipes, est-ce que ça relève, on va dire, des choses quotidiennes ou vous avez dû faire une information particulière, une sensibilisation particulière sur ce sujet? Oui. Alors, on le fait de manière quotidienne, de toute façon, quand on rencontre la personne, dans le cadre de l'accompagnement budgétaire qui est proposé, mais dans le cadre aussi d'ateliers numériques. Des ateliers numériques et des ateliers parlant d'argent. Donc, il y a évidemment cet accompagnement collectif qui est essentiel aussi parce que ça permet à certaines personnes aussi de se rendre compte qu'elles ne sont pas toutes seules face à la difficulté. Ça permet aussi de dédramatiser le sujet. Et puis d'échanger, de se rendre compte que voilà, d'apprendre de nouvelles choses qu'on n'a pas forcément pensé à évoquer pendant l'entretien individuel avec le conseiller. Merci. Et alors, je voulais aussi ajouter qu'on utilise également les outils que vous mettez à disposition sur votre plateforme numérique, les bons clics, qui nous sont très utiles aussi pour pouvoir accompagner nos publics. J'ai bien fait de ne pas vous couper. Vous faites la promotion de Whittaker. Merci beaucoup. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous avons aussi Aliénor Spielmann, donc médiatrice numérique dans la Drôme. Madame Spielmann, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, oui, très bien.
Bonjour, merci beaucoup de vous joindre à nous pour cette conférence. Alors, est-ce que vous pouvez présenter votre organisation et expliquer les accompagnements que vous faites autour de l'accompagnement budgétaire et effectivement des bons plans du numérique? Oui, alors nous, on est un tiers-lieu sur la commune de Chabeuil, dans la Drôme. On est un tiers-lieu qui regroupe plusieurs activités, mais il y a notamment un espace public numérique. Donc, dans cette activité, on est soutenu par le département de la Drôme et nous menons des ateliers collectifs sur le numérique, donc l'envie pour que les gens deviennent autonomes en fait sur plein de sujets, l'email, le traitement de texte, le smartphone. Et en effet, on a créé depuis quelques temps un atelier qui dure 1 heure ou 2 et qui s'appelle Les bons plans sur Internet pour économiser. Donc c'est vraiment des gens qui sont dans un parcours et qui voient notre programme et qui se disent ah, tiens super cet atelier m'intéresse, ils décident de s'inscrire et donc ils viennent participer à un atelier donc en collectif. Il y a en général 6 ou 10 personnes. Ça dure 1 heure ou 2 et on parle de différents services qui leur permettent en effet d'économiser, que ce soit du covoiturage, donc Blablacar ou Movici qui est la plateforme en Auvergne-Rhône-Alpes. Vinted, on parle de Back Market, voilà, Too Good To Go. Plusieurs plateformes comme ça, applications ou sites internet ou des comparateurs de prix de carburant. Voilà, donc ça c'est... et puis comme il y a certaines personnes qui sont quand même réticentes ou un petit peu moins habituées à utiliser des applications et des sites internet ou qui n'ont pas du tout envie de faire des paiements en ligne, nous leur parlons aussi de des initiatives locales qui existent, donc des recycleries, des Emmaüs bien sûr, des médiathèques pour pouvoir lire des livres en les empruntant plutôt qu'en les achetant. Donc voilà, il y a à la fois des choses numériques mais aussi des bons plans dans la vraie vie, si je peux dire. Alors, et quels sont les freins que vous constatez là, un peu techniquement dans l'acculturation au digital? Quel est le travail qu'il faut faire? Quelles sont les compétences sur lesquelles il faut être vigilant avec ces nouveaux utilisateurs du numérique? Alors, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment réticents à faire des transactions financières sur Internet. Donc, par exemple, pour le Bon Coin, ils n'ont pas du tout envie de mettre leur carte bleue et de finaliser la transaction sur le site. Donc, dans ces cas-là, on leur recommande de choisir un objet, de sélectionner une zone près de leur habitation. Et comme ça, ils peuvent faire une remise en main propre de l'objet. Et comme on est dans une relation de proximité avec ces gens-là qui nous connaissent bien, ils nous font aussi confiance. Donc quand on leur dit vous pouvez y aller, Blablacar ça a été testé, c'est safe, enfin voilà, faites-nous confiance, on les rassure. Et parce que c'est nous et parce qu'ils nous connaissent bien, ils sont plus, ils sont plus à même de tester. Mais après, il y a toute la partie quand même équipement. Smartphone, télécharger une application. Il y a énormément de gens qui ne savent pas comment télécharger une application et qui tout de suite vont dire « Ouh là là, non, moi, s'il s'agit de télécharger une application, je ne vais pas du tout pouvoir. Non, je préfère pas. » Et là, comme le disait la dame précédemment, le fait d'être à plusieurs aussi et d'échanger entre eux dans l'atelier, ça permet bien sûr de partager et certains se rassurent les uns les autres. Ils se disent « Mais si, je t'assure, moi j'ai essayé, ça marche bien. Voilà, fais le test, ça ne coûte rien d'essayer. » Donc ça a un effet aussi assez positif. Et alors, parlons quelques instants des publics. Est-ce qu'il y a des différences selon les tranches d'âge ou est-ce que, de votre point de vue, finalement, ces services et la sécurité associée aux usages de ces services est accessible finalement à n'importe qui? Bon, il y a clairement une difficulté qui est liée à l'âge. Moi, j'accompagne principalement des gens qui sont des seniors, des retraités, mais aussi des demandeurs d'emploi. Et quelqu'un qui n'a jamais eu l'occasion dans sa vie professionnelle d'utiliser le numérique et qui se retrouve à 75 ou 80 ans, on lui dit il faut passer par Internet pour faire une démarche ou pour commander un billet de train, c'est parfois très compliqué. Donc il y a beaucoup d'acculturation, de pédagogie à faire, bien sûr. Et un demandeur d'emploi qui a une quarantaine d'années sera beaucoup plus à l'aise avec les outils, bien sûr. Vous avez une belle histoire à nous raconter. Enfin, finalement, on parle souvent des publics seniors éloignés. Vous avez déjà vu des publics en situation d'exclusion passer à l'axe sur ce type, on va dire, d'usage numérique?
Oui, bah, il y a une dame comme ça que j'ai aidée qui avait des difficultés qui devait déménager et qui n'avait pas du tout les moyens de louer une camionnette. Personne dans son entourage n'avait de camionnette, donc elle s'est rendue sur une plateforme et elle a trouvé finalement quelqu'un dans la commune d'à côté qui a pu lui louer une camionnette et qui a non seulement loué la camionnette, mais qui l'a en plus aidé à porter ses caisses et tout ça. Donc voilà, elle a vraiment repris confiance un peu, peut-être pas en l'existence, mais en tout cas en la solidarité qui avait finalement été rendue possible grâce à cette plateforme collaborative. J'aime bien le terme qu'a utilisé Paul tout à l'heure, c'est vrai que c'est vraiment ça, c'est vraiment des plateformes collaboratives qui permettent de mettre en proximité des gens et de gagner en solidarité et en lien social, bien sûr, c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours dans les tiers-lieux. Merci beaucoup, Madame Spielmann, pour notamment cet exemple très concret qui nous permet de mieux concrétiser finalement l'effort et surtout la valeur de l'effort que l'on peut produire auprès de publics fragiles. Claude Riboulet, ça vous donne envie de faire plus encore sur votre territoire et au sein de l'ADF, de faire la promotion de ces sujets? On y travaille. Vous le savez bien, Jean. Oui, la réalité, je le disais en propos liminaire, c'est qu'il faut que les collectivités, on s'approprie ces sujets-là. Le monde associatif, la proximité, on a un temps d'avance. Et à l'échelle notamment des départements, je ne dis pas qu'on s'en occupe pas, c'est pas le cas. Ce qui se passe dans la Drôme, je connais bien Marie-Pierre Mouton, il y a tout un tas d'autres choses qui se développent pour l'équipement de matériel reconditionné pour les personnes qui n'ont pas accès, etc. Mais c'est pas, entre guillemets, des politiques qu'on s'est pour l'instant bien appropriées, qu'on a, massifiées. Donc il faut qu'on fasse un effort supplémentaire là-dessus. Il y a plutôt une incitation de l'État, il faut le reconnaître. Je veux dire, les conseillers numériques, moi je les appelle les conseillers Cédrico, mais oui, mais parce que c'est Cédrico qu'ils avaient lancé. Des secrétaires d'État au numérique. Voilà, sont un bon maillage du territoire en appui. C'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. Petite remarque, mais c'est mon esprit taquin d'aujourd'hui. Je remarque que depuis à peu près 45 minutes, on a, à mon sens, beaucoup plus et sans proportion d'équilibre, parler du pouvoir d'achat et comment on optimise la défense, mais pas tant du pouvoir de vendre, mais du pouvoir de vente. On l'a un peu évoqué tout à l'heure avec Maud, mais je veux dire, c'est plutôt, allez, je vais acheter moins cher, je vais avoir une réduc, je vais machiner, mais il y a aussi tout ce qu'on peut avoir comme recette aujourd'hui par le biais du numérique sur le fait de choses qu'on n'utilise plus. Et on parlait du Bon Coin, mais enfin, pour acheter sur le Bon Coin, il faut qu'il y ait des vendeurs. On parlait de ce que Emmaüs peut vendre sur la marketplace du label, mais enfin, encore faut-il qu'il y ait des produits qui soient apportés, etc., etc. Donc je pense que là, il y a peut-être quelque chose à creuser sur comment le numérique n'est pas simplement une économie de dépenses, mais aussi une génération de recettes. Maud, un commentaire, alors, du coup, c'est une invitation. je passe. Oui, mais j'ai envie de rebondir sur plein de choses que vous avez dit aussi tout à l'heure. Alors, sur ces plateformes où on peut vendre, acheter, c'est vrai que le mouvement Emmaüs a pris la parole il n'y a pas très longtemps pour appeler à plus de solidarité, parce que c'est vrai que les dons ont beaucoup baissé quand même ces dernières années, surtout en termes de qualité. Et on observe dans certaines communautés Emmaüs des situations qu'on n'avait jamais vues, où on a carrément du chômage technique, en fait, tout de même pour les compagnons, parce qu'il y a vraiment plus assez de dons. Désormais, c'est un réflexe. On essaie de vendre, et puis si ça ne se vend pas, on donne à Emmaüs. Et d'ailleurs, on voit beaucoup d'annonces comme ça, même dans le Bon Coin. Je vends jusqu'à telle date, et puis si ça ne part pas, ça ira chez Emmaüs. Donc ça, c'est évidemment, on n'est pas là pour culpabiliser les gens qui ont besoin de générer des recettes sur ces plateformes. Il y a plein d'études qui ont montré que, par exemple, sur Vinted ou Vestiaire Collective, 70% de l'argent qu'on génère, on le réinvestit dans du neuf. Et donc là aussi, il y a une grosse problématique de toujours pousser à de la consommation, voire donc à de la consommation de neuf. Et vous en parliez aussi tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces plateformes? Ça, c'est très intéressant. On parle de Back Market, on parle de Vinted, mais Back Market, c'est 450 millions d'euros qui ont été levés il y a un an auprès de financeurs tels que Goldman Sachs. Donc, c'est de quoi on a envie aussi comme plateforme collaborative sur nos territoires, avec quel projet social, quel projet écologique. Et là-dessus, cette idée de tiers de confiance entre le public et le privé, l'économie sociale et solidaire, mais pas
pas que, le monde de l'impact en général, c'est hyper important parce que ça peut aussi pallier l'absence de budget de communication. Ces géants, ils ont des budgets qui sont pharaoniques, ils sont dans tous les abribus, etc. Nous, on a un budget communication de 30 000 € par an, par exemple. Donc, on ne peut compter que sur des partenariats, du mécénat, etc., pour nous porter auprès du grand public. Donc là, il faut continuer à faire vivre la marque Emmaüs. Il faut continuer à donner. Tous ceux qui peuvent donner, en fait, qui n'ont pas besoin de cet argent ou qui, en tout cas, peuvent vendre peut-être 5 produits, en donner 5. Voilà. Donc, mon message ne s'adresse pas du tout à ceux qui en ont besoin, évidemment. Il faut savoir que ces gens-là, ils sont chez Emmaüs. On les connaît depuis des décennies parce que les bric-à-brac et Label Emmaüs en ligne aussi est là pour que les personnes s'équipent à bas coût et pas que. Tout le monde peut venir chez Emmaüs. Il faut que tout le monde vienne donner et acheter chez Emmaüs. Mais quand on peut, voilà, continuons à donner parce que c'est des milliers de compagnons sinon qui perdent un hébergement, un travail. Et notre société s'en portera pas mieux. C'est ça, donc des acteurs marchands, mais pas tous les mêmes. Et il faut amener cette information aux consommateurs sur effectivement la responsabilité ou l'engagement qui se cache derrière chacune de ces plateformes et qui n'est pas forcément visible quand on clique sur une chaise ou un canapé, mais qui se cache derrière et qu'il faut absolument faire connaître. Marie Larmelin, un commentaire sur ce qui s'est dit autour de l'action sociale Alors, peut-être sur la seconde main et l'usage des produits répétés. Nous, on a une action chez SFR. On participe à une action que j'aimerais faire connaître. Et s'il y a des chefs d'entreprise dans le public qui nous écoutent aujourd'hui ou des salariés d'entreprise, je pense que c'est bien de l'avoir en tête. Chez SFR, on participe à la collecte.tech. La collecte.tech, c'est une plateforme collaborative qui récupère tous les ordinateurs, les portables, qui va les reconditionner, donc via la filière de reconditionnement solidaire, pour ensuite pouvoir les revendre à prix solidaire et notamment dans les points solidaires Emmaüs Connect. Et ça, je pense que c'est des initiatives qui sont importantes à faire connaître, que tout le monde devrait prendre à bras le corps, puisque finalement, en entreprise, une fois que vos équipements ont été utilisés, sachez qu'il peut y avoir une seconde vie derrière et que ça peut vraiment, c'est écologique, c'est solidaire, et c'est à la portée de toute entreprise. Et ça peut s'acheter avec des codes de réduction qu'on distribue. Pour faire le lien avec ce que vous disiez aussi, non mais c'est vrai, ce matériel dont vous parlez, qui est collecté grâce à tout ce que de la campagne que fait Emmaüs Connect là-dessus, va être reconditionné notamment par les ateliers du bocage, qui est une structure Emmaüs, une très belle structure, une entreprise adaptée et d'insertion qui a 30 ans, qui vend sur Label Emmaüs. Et on distribue des codes de promo, par exemple au Crous. On a fait une grosse opération à la dernière rentrée pour que les étudiants achètent ce matériel à bas coût. Et on fait en fait du dépannage matériel, ce que font les Emmaüs partout sur le territoire. Les services sociaux peuvent orienter des personnes qui peuvent acheter du matériel à très bas coût dans les Emmaüs, encore moins cher que le prix Emmaüs public. Et nous, on fait la même chose en ligne en fait. On peut permettre à des services sociaux de distribuer des codes de réduction pour que des personnes achètent aussi sur notre site à bas coût. Il faut qu'on soit vigilant sur le reconditionnaire, parce que il y a une loi qui va obliger maintenant les collectivités comme les entreprises à avoir un volume de leur parc numérique sur du matériel reconditionné. Moi, je mets un point d'alerte, j'espère que ça se passera comme ça, mais sur le risque que ça assèche le volume du reconditionné et que justement, quand on est dans des accompagnements de dotation ou de vente bon marché, à bon prix, de matériel pour des personnes qui ne pourraient pas se payer du neuf ou tout simplement pas besoin d'ailleurs de la performance d'un matériel neuf, parce qu'il faut dire aussi les choses, on a un effet d'assèchement et que ça nous crée derrière quelques difficultés. De même que je crois, j'ai dans la ligne une entreprise d'insertion qui fait ça, donc c'est un coup de bol. Mais il faut qu'on commence à réfléchir très fort. Vous parliez de la maintenance, entre guillemets, à ce que moi j'appelle le desk. C'est-à-dire le fait que même ces gens-là, quand on les aura équipés, sensibilisés, sortis de l'électronisme, d'avoir un desk derrière, comme il y a dans n'importe quelle entreprise, qui assure la prise en main, la hotline, la vérification et autres, on doit commencer à créer le modèle, entre guillemets, du desk social,
parce que c'est bien beau d'avoir dit, mais allez, on va le parcours parfait, on a sorti l'électronisme, on a doté d'un matériel reconditionné, sauf que s'il y avait jamais de panne ou de pépin, on s'en serait rendu compte, et qu'il faudra qu'on soit capable d'amener derrière une capacité de suivi qui soit aussi optimisée du point de vue du coût. Ce que j'appelle le desk social. Et ça, c'est des choses à accompagner dans la structuration. Parce que pour moi, je considère que c'est au privé, quel que soit son statut, et d'assurer ce champ-là, et que c'est pour collectivité d'aller mettre en place des hotlines ou des desks pour ces publics-là. Et ça peut créer plein de postes en insertion. Exactement. Ou pas en insertion, l'entreprise dont je parle, qui s'appelle, je vais faire de la pub, qui s'appelle Recycler Altim CA, sur 90 postes, c'est 80 de personnes en reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. Donc c'est leur cœur d'adaptation sur ce desk que d'avoir des personnes qui sont RQTH. Philippe, un commentaire aussi sur comment est-ce que vous êtes un diffuseur aussi de l'information au plus grand nombre. Oui, effectivement, l'idée, en tout cas, c'est de préserver, encore une fois, cette évolution. Bon, elle est devant nous aujourd'hui, on l'a subie. Cette révolution numérique, elle a bouleversé nos façons de travailler, nos façons d'échanger, nos façons d'apprendre, nos façons de produire aussi et de consommer. Vous l'avez dit, aujourd'hui, on a des vendeurs qui sont aussi les consommateurs et qui sont des non-professionnels. Donc ce mouvement, il est là. Il faut, à mon avis, qu'on puisse en tirer quand même les opportunités. Moi, j'ai centré essentiellement ce qui me paraît être l'urgence aujourd'hui. Certains parlent de faire coïncider l'urgence de la fin du mois et de la fin du monde. J'ai évoqué surtout la rénovation énergétique de l'habitat, la mobilité durable, qui sont des enjeux aujourd'hui que l'on doit, à mon avis, conduire. Et je partage l'idée, en tout cas, des coalitions. Nous, on a une vision de nos métiers de la relation client et de ce que nous finançons. On voit très bien qu'ils profitent des dispositifs de prime. Et ça, c'est pas supportable. Parce que ce ne sont pas les publics qui en ont le plus besoin, malheureusement. Et ça, c'est pas supportable. Donc, il faut qu'on agisse. On a besoin, pour agir, d'acteurs comme WeTakeCare, parce que la stratégie de démultiplication auprès des aidants, accompagnateurs sociaux, on l'a vu dans les témoignages, à mon avis, c'est là la meilleure efficacité possible pour diffuser, pour essaimer rapidement ces dispositifs. Et puis, on a besoin aussi, bien sûr, des acteurs publics, collectivités locales, etc. Parce que il y a, à mon avis, aujourd'hui, au travers de ces coalitions, des décisions à prendre très rapides, parce que, vous l'avez dit, il y a les démarches administratives dématérialisées. Je crois qu'il faut peut-être pas forcément, pour moi aujourd'hui, avoir accès à ma prime rénov qui est dématérialisée, ou à la prime à la conversion, ou au chèque carburant. On voit très bien que malheureusement beaucoup renoncent ou ne le demandent même pas. Donc il y a quand même un problème dans l'accès à l'information et après l'accès à la mobilisation de ces aides. Ça rejoint ce qu'on voit aussi sur les aides sociales, le nombre aussi de... Malheureusement, donc moi je ne séparerai pas les démarches administratives des aides de l'État qui peuvent permettre à des ménages à budget contraint, modeste, de pouvoir aussi accéder à cette consommation durable. Mais je crois que c'est ensemble qu'on y arrivera, encore une fois. Et on a besoin aussi de diffuser donc, ces bons plans du numérique. Nous, on le fait au travers de sites non commerciaux aussi. Mais on sait que sans l'accompagnement derrière, ça ne servira à rien. Nadia Chikouri, on parlait tout à l'heure, on est aussi un acteur du microcrédit personnel. Donc on forme aussi les bénévoles des associations qui prescrivent les microcrédits personnels pour leur dire aussi, regardez les opportunités de certains dispositifs aujourd'hui de l'État en matière de mobilité ou d'énergie également. Et puis on a aussi des salariés engagés dans des mécénats de compétences qui vont aussi mener des ateliers autour du budget pour des travailleurs sociaux ou des publics fragiles, autour de la mobilité durable. Voilà, pour leur donner un peu les clés aussi et les leviers pour profiter aussi de ces bons plans du numérique. Je crois qu'il ne faut pas balayer les difficultés, encore une fois. Voilà. Mais l'urgence, à mon avis, elle est devant nous, elle est présente. Et dans ce que nous observons, nous, ces dispositifs ne s'adressent pas au bon public. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à corriger. Sur le Tous Ensemble, Label Emmaüs, vous êtes ouvert, vous êtes en coalition? Oui, tout à fait. Et il n'y en a pas tant que ça finalement dans l'économie sociale et solidaire des coalitions facile et dans plein d'écosystèmes d'ailleurs. Donc oui, on s'est créé en 2016 et dès 2017, on a commencé à accueillir des vendeurs non Emmaüs, puisque notre fonctionnement c'est celui d'une marketplace. Donc les vendeurs sont autonomes les uns des autres et choisissent quels produits ils ont envie de vendre sur notre site. Et tous ensemble, on forme un catalogue national.
Et donc très vite, des structures de la Croix-Rouge nous ont rejoints, des ressourceries. Donc on a aussi un accord national avec le réseau national des ressourceries et recycleries, des structures de la Fédération Envie qui reconditionnent aussi de l'électroménager. Donc on a aussi des frigos, des lave-vaisselle sur Label Emmaüs. Et c'est une force parce que Emmaüs est très connu en France, mais ça ne suffit pas pour tenir tête aux géants dont on a parlé tout au long de cette webconférence aussi. Donc moi j'insiste beaucoup sur ce défi de la visibilité en ligne face à des mastodontes qui ont des budgets colossaux en termes de communication. La communication en ligne, c'est quelque chose de démentiel. Le référencement payant sur Google et autres, c'est pas du tout à la portée d'acteurs comme nous. Donc il faut jouer sur d'autres choses. Donc on a la chance déjà, le nom Emmaüs porte énormément en France, c'est évident. Et voilà, et tous ensemble, on essaie de défendre la première marketplace faite par l'économie sociale et solidaire et pour l'économie sociale et solidaire. Je souris parce que je trouve intéressant là. Bon, d'avoir la conviction qu'a Maud à promouvoir Label Emmaüs, mais c'est pas le sujet. Mais j'étais en train de me dire, il y a un truc qui est un peu paradoxal. Maud est en train de dire, attention, nous avec nos 30 000 € par an de communication, on ne peut pas faire face à Amazon, à Vinted ou à des mastodontes ou des majors. Mais je me disais finalement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que les gens soient dans l'exclusion du e-commerce plutôt que dans l'inclusion du e-commerce, si c'est pour, entre guillemets, se laisser aspirer par justement des entreprises, après des entreprises, qu'elles soient privées, libérales, qu'elles fassent du business, je veux dire, c'est partie des règles du jeu, mais qu'elles n'aient pas accès par manque de visibilité ou de connaissances à ce qui correspondrait davantage, parce qu'elles sortent, c'est quand même couillon, on sort de l'électronisme, on commence de rentrer dans le commerce numérique et pas de bol, on tombe directement directement sur ce qu'il aurait fallu éviter pour justement pas perdre l'argent qu'on a. Mais vous voyez, j'étais en train de me dire, il y a un paradoxe là. Il y a un paradoxe, c'est-à-dire que, mais ça revient au tout début, Jean, de nos débats. Ça veut dire qu'en fait, tout se joue, ce que vous dites, Maud, moi je trouve ça assez rassurant, je le dis pour provoquer. Ça veut dire que c'est dans la manière dont on va accompagner la sortie de l'électronisme qu'on doit mettre, entre guillemets, des points de repère dans les nuages. Voilà, parce que c'est bien le nuage, le cloud au sens large, je prends la métaphore. Enfin, ça peut très vite devenir la brume. Donc en fait, c'est là que ça se joue. C'est comment, dans la sortie de l'électronisme, et dans cet accompagnement, on a tout de suite posé quelques jalons de points de repère ou quelques panneaux d'alerte. Sinon, mieux vaut qu'ils ne sortent pas. Je ne sais pas. Dans tous les cas, il faut sortir. Je dis pour provoquer, vous avez bien compris. C'est quand même un peu de la provocation pour tous les gens qui nous écoutent. Je pense qu'il faut absolument sortir tout le monde de l'électronisme et mettre la pression aussi au bon endroit. Je pense que les plus fragiles, il faut les aider vaille que vaille. Et puis la réglementation, elle est quand même là pour mettre la pression au bon endroit. Mais c'est évident, Jean, mais sérieusement, c'est comme un sujet majeur, parce qu'on se rend compte que finalement la sortie de l'électronisme peut exposer en fait à d'autres risques dont, à brûle-pourpoint, on peut se demander est-ce que le jeu en vaut la chandelle. On se connaît suffisamment. Bien sûr qu'il faut avoir une politique convergente et de coalition pour sortir de l'électronisme ou de la fracture numérique. Néanmoins, nos échanges montrent aussi que livrer des gens tout seuls, une fois qu'on les a sortis dans un monde où ils peuvent prendre plus de risques que quand ils n'y étaient pas, ça appelle une continuité de l'accompactement. En fait, c'est ça, le sujet. Bien sûr, et c'est vrai que la force publique, les collectivités territoriales sont aussi, et les associations sont des canaux d'information ultra puissants quand même. On ne pourra pas le faire seul. Bien sûr. Et effectivement, il y a un travail évidemment de mise en lien avec tous ces acteurs, mais qui est lourd pour une structure sociale et qui demande aussi des capitaux pour pouvoir y arriver. C'est du temps humain pour faire des collaborations avec les collectivités territoriales, rentrer dans vos canaux d'information, aller voir le monde social, et c'est pareil, développer ces bonnes pratiques. Et on voit bien que tout ça prend du temps et passe par un certain nombre de freins qu'il faut lever. On arrive à la fin de cette conférence. Ce que j'aimerais, c'est que vous me faites tous un mot de conclusion. Qui veut commencer ?
Marie, Maud, Marie, pardon, Maud, tu es à côté de moi, je te laisse reprendre. Un petit mot peut-être pour rappeler à plus d'inclusion aussi dans le monde du numérique en termes d'emploi. Parce que notre tech n'a pas de quoi être très fière tout de même. En France, on a quand même 17% de femmes dans le monde de la tech en France. La moyenne européenne, c'est 22%, donc c'est tout de même assez lamentable. Et là, je ne parle que des femmes. On sait bien que les profils sont quand même exclusivement autour d'écoles de commerce et d'ingénieurs. Donc nous, évidemment, c'est notre combat phare, c'est l'insertion au cœur du digital. Et ces métiers sont une chance en termes d'insertion. On doit inventer les métiers de l'insertion de demain. Il n'y a pas que les espaces verts, le BTP, le service à la personne. C'est formidable. Ces domaines-là sont essentiels et emploient beaucoup de personnes. Mais c'est possible aussi de créer des métiers dans le numérique, dans la logistique, le e-commerce, la tech au sens large. On a un centre de formation qui forme une centaine de personnes par an, de demandeurs d'emploi. Ils arrivent, ils n'ont pas le bac. Au bout de 6 mois, ils décrochent un diplôme d'équivalence bac plus 3. On le fait avec des petits moyens. Il y a 3 salariés qui s'occupent de l'école. Si on arrive à faire ça, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas le faire plus largement. Mais après, il y a le recrutement en face. Et il faut changer les regards, les mentalités. Et il faut obliger un petit peu aussi, peut-être, à changer ces mentalités. Pourquoi pas réfléchir tout de même à des choses un peu coercitives en termes de quotas, de recrutement. Parce que on ne peut pas inventer le monde de demain dans le numérique et la tech avec 17% de femmes et aucune diversité de profils académiques. Ça me semble impossible et extrêmement dangereux. Merci Maud, belle incarnation et bravo à la Belle Emmaüs, du coup, qui n'hésitait pas, qui est un site magnifique et d'intérêt général avec un grand I et un grand G. Marie, un petit mot de conclusion. Alors en conclusion, j'aimerais bien partager avec vous 2 initiatives qui ont trait à l'inclusion numérique et à tout ce qu'on s'est dit au cours de cette heure de webconférence. La première, on en a déjà beaucoup parlé, la formation au numérique est absolument essentielle. Il y a beaucoup d'acteurs, les départements, les tiers-lieux, les associations qui œuvrent en ce sens. Et pour les personnes en très grande précarité, sachez que Emmaüs Connect le fait partout sur le territoire. Ils ont 13 espaces de solidarité aujourd'hui, 375 relais numériques partout sur le territoire. Donc si parmi les bénéficiaires que vous côtoyez, vous pensez qu'une personne a besoin d'une aide particulière sur le numérique, sachez que ça existe et que vous pouvez la rediriger vers cette association. Et peut-être une dernière association dont j'aimerais mettre le travail en lumière. SFR a lancé un appel à projets numériques solidaires à l'automne dernier. On a reçu 300 projets et on en a sélectionné 5. Et les 5 lauréats, on les a reçus la semaine dernière chez SFR pour les récompenser. Et parmi lesquels Solinum. Donc Solinum, c'est une jeune association qui cartographie tous les lieux d'aide primaire pour les personnes. Donc vous cherchez où vous loger ce soir, vous avez besoin d'accéder à des soins de la santé ou pour manger. En fait, cette association, elle a déjà cartographié sur 26 départements tous les lieux de proximité auxquels ces personnes peuvent recourir facilement. Donc nous, on a trouvé que leur projet était formidable. Donc ça s'appelle Soliguide, soliguide.fr. C'est déjà en ligne, vous pouvez faire le test. C'est très facile, c'est très maniable. Et donc on va les accompagner pour qu'ils puissent finaliser cette cartographie et que tout un chacun... Alors c'est difficile pour les personnes en très grande précarité, notamment qui n'ont pas ces compétences numériques de base, mais c'est important que vous le sachiez, que vous faisiez savoir aux aidants pour qu'eux puissent facilement, n'importe quand, vous recevez une personne, elle a besoin de quelque chose, c'est en 2 clics, vous pouvez la rediriger vers un lieu tout proche de son domicile. Voilà.
Savoir qui fait quoi, c'est un sujet extrêmement important qui pourrait faire l'objet d'une émission à part entière. Je parle des guichets sociaux et des dispositifs existants. Philippe? Moi, je voudrais terminer avec une vision positive. J'ai bien entendu effectivement les difficultés à prendre en compte pour les accompagnateurs sociaux, pour des publics déjà aussi fragiles, mais nous, on souhaite en tout cas continuer avec la Fondation CTLM à s'engager, à œuvrer en faveur d'un numérique accessible au plus grand nombre, qui puisse donner des opportunités d'insertion professionnelle, j'en suis aussi persuadé, sont des métiers d'avenir, et il y a des besoins aujourd'hui très importants dans nos entreprises autour du numérique, mais aussi pouvoir apporter, en tout cas grâce au numérique, du partage, des connaissances, et pour nous c'est un beau défi en tout cas de pouvoir contribuer à vos côtés, parce que nous on est un terrain d'observation de la manière dont évolue aujourd'hui le monde de la consommation, le monde du commerce. On peut apporter cette expertise, mais en tout cas on souhaite soutenir toutes les initiatives telles que celles proposées par Whittaker et par les accompagnateurs sociaux, pour vraiment accompagner ces publics vers ces solutions qui, nous en sommes persuadés, en tout cas, peuvent permettre d'améliorer la situation sociale ou la situation économique de certains publics, sans oublier, on l'a dit, que tout ça se fera de toute façon à partir du moment où ces publics seront mieux connectés, seront aussi mieux accompagnés sur les usages du numérique, et ça, c'est ce qui fait qu'on continuera de soutenir en tout cas les travailleurs sociaux, les associations qui mènent en tout cas ces actions d'accompagnement vers un numérique plus inclusif. Merci Philippe, et j'espère qu'on le fera longtemps ensemble, parce que ce que vous faites, c'est absolument remarquable. Président, il faut conclure cette session. Le sujet est sans limite. On aurait pu aussi parler de l'opportunité pour des toutes petites entreprises aussi d'amener des services de proximité via le numérique. Merci de me filer la conclusion. Bon, d'abord, je veux remercier de l'initiative de cette webconférence. Je le dis au nom des institutions et des départements, ça nous oblige à penser globalement et à sortir de l'approche inclusion numérique administrative qu'on sait déjà plutôt bien appropriée, et donc de rouvrir un champ sur toute la vie quotidienne et pas que les démarches. Première chose. Deuxième chose, évidemment, les départements, je le disais, on a des travailleurs sociaux, des conseillers en économie sociale et familiale, on a un tissu humain qui est là, qui est précieux, qui demande peut-être évoluer en compétences, en capacité d'accompagnement dans ce domaine-là, mais on ne s'appuie pas de rien. Troisième chose, je revendique pour le coup que les départements, on a la culture de la protection. La protection maternelle infantile, c'est dans nos compétences. La protection, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, c'est nos compétences. La protection des personnes âgées, c'est nos compétences. Et donc là, dans ce domaine-là, on ne peut pas penser l'inclusion numérique sans avoir quelques garde-fous qui consistent à dire qu'il faudra aussi protéger les personnes les plus fragiles, parce que si elles le sont dans le monde réel, il y a des fortes à parier pour que les fragilités existent aussi en version digitale. Quatrième chose, c'est que je vois simplement qu'on est un certain nombre d'acteurs qui avons un enthousiasme et une bonne volonté manifeste qui est rassurant. Des entreprises privées comme Altis, SFR, la Fondation CTLM, je veux dire l'initiative d'Emmaüs au sens large, qui est devenue une espèce d'empire tentaculaire qui s'est diversifié pour être au plus près des besoins des gens. Donc il y a une volonté manifeste et un enthousiasme qui est là. Ce n'est pas les collectivités seules qui arriveront. Mais ça, c'est très rassurant. Et je crois qu'effectivement, on a dégagé dans cette webconférence, en tout cas, quelques éléments, à mon avis, de méthodologie assez simples à mettre en place. On est dans un parcours qui doit accompagner pas simplement dans l'entrée dans le numérique, qui doit continuer de donner quelques jalons et quelques repères pour pas que les gens se sentent de nouveau perdus une fois qu'on les aura sortis de l'exclusion, et où on a des initiatives aussi bien dans des territoires comme dans la Drôme, qui est un exemple, qu'au niveau d'une structuration nationale, qui peuvent nous permettre de dire à ces gens-là, n'ayez pas peur, franchissez le pas, vous vous y retrouverez à dépenser moins, à dépenser mieux, et parfois à avoir quelques revenus supplémentaires par ce biais-là. Donc moi, je vois ça d'une façon extrêmement enthousiaste et qui nourrit un optimisme à dire qu'on va partir de très loin pour des personnes pour lesquelles c'est un monde tellement étranger, mais qu'on sera capable de pouvoir les accompagner avec suffisamment de sécurité pour que demain, elles retrouvent leur autonomie, y compris dans le domaine du digital. Merci pour cette conclusion. En tout cas, à Whittaker, on est persuadé que le numérique doit être la solution.
et à nous de trouver les moyens de gommer les problèmes générés par le numérique, par cette information et cette formation de tous, qui devrait quand même nous permettre de dialoguer, de vivre mieux ensemble, et j'espère parfois de manière un peu plus économique. On en a besoin aujourd'hui. Merci à tout le monde pour cette webconférence. Merci à l'équipe technique. Un grand merci à SFR. C'est toujours un plaisir de se retrouver dans ces studios et de faire des webconférences, voilà, dans un endroit confortable et très professionnel. Voilà, donc je vous dis à très vite pour une prochaine webconférence qui n'est pas encore programmée, mais on vous tiendra bien sûr informé. Très bonne journée. Au revoir.